Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir une entité infectieuse du côlon qu'on appelle la colite pseudo-membraneuse. C'est une colite et donc un état inflammatoire et puis elle est pseudo-membraneuse parce qu'elle est caractérisée par la présence de pseudomembranes qu'on appelle aussi un exsudat inflammatoire avec un aspect assez particulier et évocateur. C'est une infection qui est secondaire à un bacille gram-positif qui est le Clostridium difficile et sa pathogénicité, les lésions qu'il va induire au niveau de notre muqueuse colique vont être secondaires à la libération de toxines qui sont de deux types, la toxine A et la toxine B du Clostridium difficile. Il faut savoir que cette entité, elle est souvent évoquée devant certains éléments, devant un certain contexte, notamment déjà à l'étape de l'interrogatoire. Il y a souvent une notion de prise d'antibiothérapie par voie orale. Et puis, lors de la réalisation de la coloscopie, on aura à observer un aspect qui est assez évocateur. C'est exactement ce que vous voyez sur l'image ici, qui a été prise au cours d'un examen coloscopique, où on voit notre muqueuse colique, qui est un peu d'aspect érythémateux, et puis on voit très bien ces exsudats, ces pseudomembranes qui sont d'aspect blanchâtre ou bien jaunâtre, et c'est ça ce qui va orienter le diagnostic à cette étape de fibroscopie. Alors on va voir maintenant l'aspect morphologique de cette infection, de cette entité qui est la colite pseudomembraneuse sur une série de 3 lames virtuelles. Donc voilà, j'aimerais tout d'abord commencer par ce premier cas. C'est un prélèvement à partir d'une paroi colique. Et le prélèvement a été réalisé à partir d'une pièce de colectomie, ça veut dire une pièce de résection du côlon. On voit là un premier fragment, un premier prélèvement de notre paroi colique, et là un deuxième prélèvement. On peut voir des différentes couches qu'on trouve au niveau d'un côlon, notamment la muqueuse, la musculaire muqueuse, la couche de la sous-muqueuse, et puis on a la musculaire propre ainsi que la séreuse. Premier élément à identifier dans cette pathologie, c'est l'élément qu'on avait déjà observé à la coloscopie, comme on vient de le voir sur l'image, c'est les pseudomembranes. Alors toutes les formations qui prennent naissance à partir de la muqueuse et qui font protrusion dans la lumière, ça veut dire cette formation ici, c'est ça notre pseudomembrane. Donc on va ici à ce niveau, on le voit également ici, on le voit également ici, ça couvre une grande partie de notre muqueuse colique. On décrit à ces pseudomembranes une forme d'éruption de volcan parce que ça reproduit en fait l'aspect que ça prend. On voit très bien cette éruption, ce passage de ce matériel, de cet exsudat vers la lumière de cette façon. Et on décrit également ces pseudomembranes comme des formes de champignons. Voilà. Alors, si on passe maintenant à un plus fort grossissement au niveau de ces pseudomembranes, on va observer deux teintes différentes. Donc, il y a la teinte éosinophile correspondant à de la fibrine et aussi une teinte qui est basophile qui correspond à la mucine. On voit cette abondance déjà de cette mucine et c'est normal parce que les cryptes, quand elles sont agressées, quand elles sont en souffrance, elles vont réagir en hypersécrétons. En plus de ça, on a des éléments cellulaires, des débris nucléaires pour être plus précis. Les points qui sont foncés et basophiles, ça correspond à des noyaux caryorexiques de polynucléaires neutrophiles. Alors on passe maintenant vers la muqueuse qui est en train de souffrir et qui est en fait à l'origine de cet exsudat, de cette pseudomembrane, qui sont les cryptes qu'on est en train d'observer au niveau de ce foyer. On voit très bien que c'est des cryptes qui sont dilatées et cette dilatation elle est secondaire déjà à cette accumulation et la distension à cause de l'accumulation de mucine, mais aussi elle est secondaire à la perte de l'épithélium. Parce que si on observe par exemple cette crypte à ce niveau, qui est d'aspect un peu normal, ou du moins qui n'a pas encore perdu son épithélium, on voit que la hauteur de l'épithélium, elle intéresse une grande partie du calibre total de la crypte. Quand on va perdre cet épithélium, c'est normal d'avoir, si on veut dire, une impression d'avoir une dilatation de la crypte, comme ce qu'on est en train d'observer à ce niveau. Ici, on voit une crypte qui a perdu totalement son épithélium et on a cette impression d'avoir une crypte qui est de calibre important, ça veut dire qui est dilatée. On voit également qu'elle contient de la mucine, mais aussi des dépôts qui sont un peu éosinophiles correspondant à de la fibrine. Alors, cette dénudation, ce détachement d'éléments épithéliaux à partir de la crypte va commencer normalement depuis les parties les plus superficielles, puis il va progressivement s'étendre vers les parties basales.
Sur certains cryptes, si on va chercher, on pourra observer les cellules qui étaient à l'origine accolées à la membrane basale qui sont maintenant détachées, notamment ceux qu'on observe au niveau de cette crypte. On peut voir des débris cellulaires et eosinophiles pouvant probablement correspondre à des cellules épithéliales entérocytaires, mais aussi les cellules caliciformes qui prennent cet aspect un peu bizarre, un peu arrondi, avec une teinte qui est assez basophile. Alors rappelez-vous de cet aspect parce que cet aspect peut être encore plus bizarre et simuler l'aspect d'un carcinome à cellules en bague à chaton. Alors ici, la crypte juste à côté, elle nous montre l'aspect qu'on avait observé sur ces cellules détachées, ça veut dire arrondies et remplies de mucine qui est bleutée, mais qui est toujours accolée à la membrane basale. Et ça, c'est une cellule calciforme qui est dite en dégénérescence. Voilà. Alors maintenant, l'espace entre les cryptes, ça veut dire ce qui était occupé par le corian avant la survenue de cette infection, on voit très bien qu'il est totalement rempli par un matériel nécrotique. Et ça contient maintenant de la fibrine, ces dépôts qui sont éosinophiles, et puis des débris nucléaires, des noyaux cariorexiques de polynucléaires neutrophiles. Voilà, donc c'était l'ensemble des anomalies qu'on allait observer sur ce prélèvement et qui permettait d'orienter vers le diagnostic de colite pseudo-membraneuse. Alors j'aimerais passer maintenant à un deuxième exemple pour vous montrer cette similarité que peuvent présenter les cellules caliciformes en dégénérescence avec l'aspect d'un carcinome à cellules en bague à chaton. Alors là aussi, il s'agit d'un prélèvement de la paroi colique avec visibilité des différentes couches. On a une muqueuse ici, la coupe, elle n'est pas idéale et on a à voir des segments de la muqueuse qui sont placés assez profondément. On a notre sous-muqueuse et puis la musculaire propre. Ici, on voit très bien les fameuses pseudomembranes qu'on voit en train de couvrir la muqueuse. On la voit également ici. On voit cette pseudomembrane à ce niveau. Ici, on voit sur cet exemple un caractère qui est beaucoup plus étendu par rapport à l'ancien exemple. Alors, on va agrandir maintenant et puis on va un peu confirmer les différentes données qu'on avait déjà observées sur l'ancien cas, notamment l'association de fibrine et eosinophile, l'association également de la mucine qui est l'aspect bleuté et aussi les débris nucléaires de polynucléaires neutrophiles. Ici, on voit des cryptes qui sont réellement dilatées, qui ont commencé à perdre leur épithélium, et on voit essentiellement cette perte au niveau des parties superficielles et moyennes des cryptes, alors qu'on a une certaine conservation de cet épithélium au niveau des parties basales. Je vous rappelle que la sous-muqueuse, elle est de ce côté, et donc ça, c'est la partie basale des cryptes. L'épithélium qui reste conservé montre des signes de dégénérescence qu'on peut observer que ce soit sur les cellules entérocytaires à type d'un caractère basophile du cytoplasme et un noyau qui est vésiculaire montrant souvent un nucléole qui peut parfois être proéminent. Les cellules caliciformes également présentent ces signes de dégénérescence et prennent cet aspect bien arrondi. Alors regardez ce qui va se passer lorsque je passe vers les parties superficielles, ça veut dire les parties qui ont présenté une perte de ces cellules caliciformes. On voit très bien que ces cellules ont pris un aspect, voilà, c'est ce qu'on est en train d'observer ici, un aspect bien arrondi, avec un cytoplasme entièrement occupé par ce matériel basophile qui est la mucine, et cette mucine, elle refoule le noyau en périphérie qui a maintenant cette forme un peu en croissant. Ça simule vraiment l'aspect d'une cellule en bague à chaton. On les voit également à ce niveau, et puis on voit que ces cellules caliciformes en dégénérescence sont en train de se libérer dans cette fameuse pseudomembrane, et on les voit sous forme de petits regroupements de 5 ou bien 6 cellules, comme ce qu'on est en train d'observer à ce niveau. L'aspect morphologique, c'est vrai que ça peut prêter confusion avec un carcinome à cellules peu cohésives de type bague à chaton, mais en observant ceci à faible grossissement, on va rapidement identifier l'élimination de ces cellules et leur libération vers la lumière et non pas dans le corian, ce qui serait le cas si on allait observer un cas de carcinome à cellules en bague à chaton. Donc voilà, c'était pour vous montrer ce caractère à cellules en bague à chaton sur les cellules caliciformes qui sont en réalité en dégénérescence à cause de la souffrance et à cause de l'ischémie secondaire à cette colite pseudomembraneuse. Un dernier exemple qu'on va voir très rapidement, c'est
Le diagnostic sur prélèvement biopsique, on voit très bien qu'on va observer les mêmes choses, ça veut dire cette pseudomembrane avec l'association d'un matériel éosinophile, basophile, les débris de noyaux de PNN, les cryptes qui sont sous-jacents vont être dilatés et montrer des signes de dégénérescence, notamment comme à ce niveau, on voit très bien cet aspect à cellules en bague achatant avec le noyau qui est refoulé, qui est en forme de croissant un peu refoulé par quoi? Tout simplement par cette grande vacuole de mucine, et puis on pourra observer ces cellules qui sont en train de se libérer, voilà, comme par exemple à ce niveau. On pourra même les observer au sein de cette pseudo-membrane. Voilà, donc c'était la fin pour les lames virtuelles. J'aimerais passer maintenant rapidement à la présentation. Donc cette polype membraneuse, c'est une entité infectieuse secondaire au Clostridium difficile. C'est une bactérie toxinogène qui agit et qui va agresser la muqueuse colique par les toxines de type A et B. Notion de prise d'antibiothérapie, elle est importante à rechercher déjà à l'interrogatoire. Les autres facteurs de risque également qui prédisposent à cette infection, c'est les MICI, la mise d'une sonde nasogastrique ainsi que l'âge qui dépasse 65 ans. Sur le plan épidémiologique, il faut savoir que c'est une entité qui présente une augmentation en incidence et on avait décrit un triplement de son incidence entre les années 1996 et 2005. 10 à 21% des patients hospitalisés ayant reçu une antibiothérapie vont développer cette pathologie. La colite pseudomembraneuse peut être asymptomatique et quand on aura des symptômes, c'est essentiellement la diarrhée qui est modérée à sévère, qui est tout d'abord liquidienne, puis elle va devenir hémorragique. Macroscopiquement, ça veut dire sur le plan coloscopique, ou bien lorsqu'on va recevoir bien sûr une pièce de colectomie, on aura à observer des lésions qui peuvent intéresser d'ailleurs tout segment de ce côlon. Parfois, c'est une atteinte qui est segmentaire et on aura observé, comme on l'a vu sur cette image, la présence de pseudomembranes, ces formations qui sont de couleur blanche ou bien jaunâtre, et puis tout autour, on aura observé une muqueuse érythémateuse qui peut être friable. Microscopiquement, on a pu observer ces pseudomembranes avec un aspect de volcan ou bien en champignon. La fibrine et la mucine ainsi que les polynucléaires neutrophiles détruits, c'est ça ce qui va former nos pseudomembranes. Les glandes sous-jacentes vont être dilatées, remplies de mucine et de polynucléaires neutrophiles avec des pertes de cellules épithéliales. Et comme on l'a dit, cette perte va commencer par les régions superficielles des cryptes. Après, on aura un détachement et une dégénérescence qui va intéresser également les cellules caliciformes et qui vont être par la suite libérées au niveau de la lumière. Et comme on l'a vu, ça peut prendre l'aspect de cellules en bague à chaton. On peut avoir également la nécrose qui était au niveau du tissu entre les cryptes, et c'est une nécrose qui peut parfois s'étendre à toutes les muqueuses avec une perte totale des cryptes même dans les formes qui sont sévères. Les éléments non spécifiques qu'on va observer à l'étape précoce, ça comporte des cryptites focales, ça veut dire une infiltration par les polynucléaires neutrophiles entre les éléments épithéliaux de la crypte, une hyalinisation stromale ainsi que les abcès cryptiques, mais ça reste non spécifique. Les éléments du diagnostic maintenant, en résumé, qu'est-ce qui permet d'orienter ou bien de poser le diagnostic de colite pseudomembraneuse? Il faudrait chercher la prédisposition, ça veut dire les facteurs de risque ou bien la prise d'antibiothérapie, la présence de pseudomembranes sur la coloscopie et les données microscopiques, notamment la dilatation des cryptes, la dégénérescence des cellules caliciformes, la nécrose intercryptique ainsi que les pseudomembranes. La mise en évidence de la toxine qui est produite par ce Clostridium difficile est possible et c'est ça ce qui va être le diagnostic de certitude. On arrive comme ça à la fin de cette vidéo, j'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt.